Je suis Patricia Pauline, je suis de la ferme TMJ Pauline. Je suis Dave Anderson, je suis de la ferme Nadeau Anderson. Et voici les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses horticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, j'en reparle de temps en temps, là, mais le référencement, allez donner une note sur Spotify puis sur Apple. Mieux que le podcast est noté et mieux qu'on est ranké dans les recherches dans les moteurs de recherche de Spotify et de Apple. Puis n'oubliez pas aussi de vous abonner pour le Patreon, fait comme notre invité de ce soir, Dave Anderson, qui lui est abonné Patreon depuis quasiment les tout débuts. Et puis, ça donne un petit peu d'argent pour s'équiper, pour d'avoir de meilleurs équipements, puis essayer d'obtenir un meilleur son de ma part. Puis là, à cette heure, j'ai payé aussi un abonnement Zoom. Fait que cet argent-là sert à tout payer ça, des frais de production. Donc, bonsoir. Bonsoir Dave et bonsoir Patricia. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi, Christian. Good, super. Hey, vous allez nous faire une présentation vite, OK? Dave, Patricia, vous êtes un couple et vous avez chacun votre ferme. Donc, on va commencer avec Dave. Tu vas nous faire un peu la présentation de la ferme, depuis combien de générations que vous êtes là, puis un peu de tout ça, là, puis dans quelle production aussi que t'es. OK, nous autres, c'est la ferme Nadeau Anderson. Puis ça a été décollé à base avec mes parents en 92. Ils ont commencé avec 10 kilos de quota. Puis en 94, ils ont aménagé où on est présentement sur le site principal. Au fil des années, ils ont acheté du quota, des terres. Puis en 98, mon père a tout été maniaque d'érablières. Fait qu'en 98, il avait fait des locations, mais il a acheté sa première érablière en 98. Puis par la suite, c'est ça, on a continué de tout le temps grossir un peu dans tous les domaines. En 2011, je crois, je suis revenu sur la ferme. On a continué de tout notre processus d'expansion, d'amener tous les domaines qui sont rendus aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, on a comme 168 kilos de quota. Pas cette année, l'année prochaine, on va tomber avec 28 000 en taille, puis on a 600 acres en culture. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. On est assez diversifié là-dedans. Puis j'ai un frère que lui va reprendre plus ce côté acéricole. Fait que en gros, c'est pas mal ça qu'on a pour le ferme Nadeau Anderson. Fait que 168 qui est divisé kilos, en deux. 168 kilos de quota plus 28 000 en taille, il va dire ça chôme pas, là. Non, on a tout le temps été... même jeune, ça a tout le temps été un peu... la force de la ferme, c'est que, dans le fond, on a tout le temps roulé à l'année, tu sais, fait que on arrêtait, on finissait les récoltes, on tombait à l'érablière, fait qu'on a tout le temps, tu sais, même quand je suis revenu en 2010, on avait à peu près 12 000 en taille, je crois, 10-12 000, là. Je me souviens plus exactement, là, mais tu sais, on a tout le temps eu une certaine grosseur de ce côté-là, fait que ça a fait que ça a tout le temps roulé plus smooth, puis en étant mes parents ont décollé de zéro, ça a été
aussi un aide d'être diversifié puis de tout le temps rouler comme ça. Là. On n'est pas du monde qui aime s'asseoir sur le sofa puis on aime travailler. C'est pas mal comme ça. Là. Hey, puis où est-ce que vous êtes? Parce que là, vous n'avez pas nommé la ville où est-ce que vous êtes. Ben, moi, je suis à Saint-Louis-de-Gonzague. Puis Patricia, ben, c'est ça. À Saint-Anne. OK. Patricia, peux-tu répéter, s'il te plaît? Oui, moi, je suis de Saint-Anne-de Costa. OK. Fait que, on va continuer un petit peu avec Dave pas longtemps. Dave, là, dans le fond, tu te trouves être la deuxième génération sur la ferme. Exact. Exact. Tes parents, dans le fond, ou ton père, j'imagine qu'il est venu au monde sur une ferme, puis si oui, dans quel coin? C'est ça, dans le fond, mon père vient de Saint-Chrysostome. Puis, oui, son père avait une ferme laitière. C'est mes deux oncles qui ont repris l'entreprise. Aujourd'hui, ben, c'est mes cousins, ils ont chacun leurs entreprises, mais mes cousins puis mon autre oncle qui a encore l'entreprise. Puis ma mère, ben, elle vient de Sherrington, au pays des Terres Noires. Puis son père à elle aussi avait une ferme laitière. Puis ben, il est arrivé des problèmes. Fait que, en tout cas, ils ont fait le chemin à eux tout seuls. Puis ma mère a tout à travailler à l'extérieur aussi pour aider à la ferme. Fait que c'est ça, à un moment donné, ben, ils étaient passionnés puis ils ont décidé que c'est ce qu'ils voulaient faire. Fait que c'est ça qui est arrivé, ouais. Puis t'es pas mal tout dans la hosting, j'imagine? Ici, ouais, il y a juste de la hosting. OK. On a tout le temps travaillé sur la race. J'ai pas le meilleur troupeau, mais on a tout le temps bien travaillé dessus. Fait qu'on a quand même des bons animaux. T'es-tu en traite robotisée ou en salon de traite, en carrousel, ou tu te promènes avec les treilleuses? Non, ben en 2019, on a fait une salle de traite, un double 10. C'est sûr que comme les années 2016, je crois, là, à un moment donné, il y a eu bien du quota disponible avec les accords commerciaux là, qui ont été accordés. Fait que nous autres, on achète du quota depuis 2010 à tous les mois. Fait que ça a fait qu'à un moment donné, ça a déboulé. Là, on avait un choix à faire. Est-ce qu'on agrandissait l'étable de 90 vaches? T'sais, on était sur un pipeline de 2 pouces avec 6 retraits. On tirait tout seul 3 fois par jour. Fallait soit qu'on agrandissait, mais fallait faire un move un jour. Fait qu'on a été pour une nouvelle étable en stabilisation libre avec une salle de traite, un double 10 puis des vaches sur le sable. On tire encore tout seul. Est-ce que j'ai bien compris stabilisation libre? Ouais, stabilisation. Stabulation libre. Ma diction n'est pas la meilleure, là, mais stabilisation libre. Stabulation libre, ouais. Ouais. Elle est libre au bout de la chaîne, là. Tu sais, c'est pas pire, ça. Ouais, non. Fait que c'est ça. Depuis 2019, on roule comme ça. OK. Patricia? Oui. Good. Et toi, de ton bord? Dans le fond, moi, j'ai acheté une ferme laitière non parentée en août 2018. Dans le fond, j'ai commencé avec 59 kilos de quota et 83 ans. Là, présentement, moi, j'achète encore du quota depuis le début. Je suis rendue maintenant à 85 kilos de quota. J'ai 115 hawks, mais j'en cultive 200. Dans le fond, moi, je suis originaire de Farnham. Dans le fond, je suis rendue à Saint-Anne-de-Costa à cause de mon conjoint parce qu'on s'est rencontrés. Ça fait maintenant 7 ans qu'on est ensemble. Puis, dans le fond, moi, je suis née sur une ferme laitière. Mes parents il y avait une ferme qu'ils ont vendue, ça fait à peu près 14 ans. Fait que, dans le fond, j'ai tout le temps connu ça. J'ai étudié dans un autre domaine que j'ai pas du tout aimé. Je suis revenue en agriculture, puis j'ai travaillé pour d'autres producteurs, puis j'ai fini par décider de me lancer en production. Fait que, c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai des Holstein et des Jersey. OK. Les deux races. Avec les deux races.
j'ai une petite préférence pour aux métiers brunes, là. J'ai eu le 10 kilos de la relève au mois de juin 2020. Puis c'était des anciennes places à tort. Fait que j'ai décidé d'acheter Jersey vu que mes sœurs étaient plus petites. Puis dans le fond, tomber en amour avec cette race-là. J'aime bien ça. Puis, quand même pas pire, bon, t'as acheté une ferme non apparentée. Oui. C'est-tu parce qu'en affaires, tu t'entends pas pantoute avec ton chum que t'as acheté une ferme de ton bar? Non, c'est juste parce que là, je travaillais pour d'autres producteurs. Puis en même temps, les parents de mon conjoint sont sur la ferme. Fait que je me voyais plus ou moins être avec ses parents. C'est plus ça, pour pas faire de conflit non plus. Fait que je me suis dit, regarde, on va acheter chacun notre entreprise. Un jour, on va peut-être s'associer ou on risque de peut-être faire regarder chacun de nos entreprises. Puis on fait toute l'alimentation ensemble. Que lui s'occupe plus de la nutrition, mon Dave. Puis moi, je m'occupe plus de la régie trop. Mais que ses parents sortent de l'entreprise. Pour l'instant, on va être vraiment deux entreprises distinctes. Fait que, mec, ses parents soient là, ben là, on risque d'être une entreprise pour s'entraider. C'est ça. C'est pas, il n'y a pas de conflit là-dedans. C'est vraiment juste qu'à un moment donné, c'est déjà, puis je pense que tu l'as sûrement vécu peut-être avec ton père, là, c'est déjà difficile de père-fils, mère-fils ou peu importe. Là, c'est je suis chanceux, là, j'ai quand même des bons parents puis ils veulent qu'on avance puis tout. Mais j'ai mon frère, j'ai moi qui reprennent des entreprises. Là, à un moment donné, ça faisait beaucoup de monde. Puis là, mon frère, là, on voulait s'éviter de la chicane inutile pour des problèmes. Fait qu'on ça a donné comme ça, la ferme était à vendre. Puis on s'est dit, ben garde, écoute, il n'y a rien qui empêche plus tard de faire de quoi ensemble pareil. Là, ça met pas un terme aux choses. Ça fait juste au moins Patricia un peu comme elle gagne de l'expérience, puis en même temps, elle est capable de monter quelque chose. C'était pas stand-by pendant 5 ans, 10 ans, le temps que mes parents sortirent plus progressivement. Là. Fait que c'est une avenue différente qui s'est faite. C'est sûr qu'il y a des bons, il y a des mauvais côtés. On est du monde qui est. Puis Pat aussi, à me rejoindre là-dessus, on a une bonne drive. Là, on est du monde qui veut avancer. Fait que c'était une belle opportunité. Ouais, c'est une opportunité qui s'est comme à donner comme ça. En même temps, je travaillais pour un producteur qui voulait faire en camp. La ferme était à vendre. La ferme est comme à mi-chemin de la ferme laitière et d'autres terres que pour l'entreprise Nado. Fait qu'on s'est dit, on a l'opportunité. C'est quand que ça va revenir, on ne sait pas. Fait on a décidé de prendre l'opportunité parce que quand que j'ai acheté, j'étais déjà enceinte de 5 mois. On a décidé, pareil, de le faire parce qu'on ne savait pas si ça allait revenir ou quoi. Fait que, on a décidé de se lancer. C'est sûr que c'est pas tout le temps évident, là, toute la gestion, mais on essaye de s'entraider. Puis une année, ben, là, on va être plus ensemble, mais pour l'instant, ça va être plus. C'est comme elle disait, on veut, à longue, on veut plus peut-être simplifier plus les choses. Puis que les deux entreprises travaillent beaucoup plus ensemble, parce que là, pour l'instant, c'est vraiment plus deux entreprises distinctes. Nous, Fermnado, ben, on va faire les travaux, une bonne partie des travaux au champ. Mais le but, ça serait plus que, surtout avec les codes de pratique qui s'en viennent, peut-être plus emmener les torts, les vaches-terries, faire l'alimentation, plus à Fermnado que plus des installations pour ça. Essayer de plus centraliser, puis Pat, de son côté, sa ferme, ben, elle pourrait juste plus tirer des vaches. Fait que ça simplifierait les choses pour tout le monde, puis ça permettrait aussi d'avoir des équipements plus adaptés là, dans cette optique-là. Oui, Patricia, tu voulais rajouter quelque chose? Dans le fond, nous aussi, ça va permettre de trouver du temps maintenant, de tout mettre les animaux ensemble parce que là, on fait chacun notre train de porc, chacun notre train de vache-carie, chacun nos veaux, fait que ça fait 2 trains, fait que ça fait beaucoup d'heures
on serait sûr que ça simplifierait les choses, puis on pourrait faire plus du gros volume en s'associant tous les porcs ensemble, tous les veaux ensemble, toutes les vacheries. C'est une meilleure gestion, là. En même temps, moi, après ça, juste tirer les vaches, ça va assez vite. Là. Fait que c'est sûr on va gagner l'efficacité en faisant ça. Là. C'est sûr. Mais là, conciliation travail-famille. Vous avez chacun une ferme laitière, chacun de votre bord. Qui fait déjeuner les enfants le matin? Ben là, ça dépend quand, là, mais absolument, on faisait pas mal moitié-moitié, mais là, maintenant, c'est plus mon conjoint qui commence à faire à déjeuner. Après ça, on les habille, je vais les porter à la garderie. Pendant le train du soir, ben là, on est chanceux. La mère à Dave, elle garde tout le temps les petits pendant les trains. Fait que ça donne déjà un méchant coup de main là, de la gestion. Là. C'est pas mal plus facile là, de gérer ça, mais donc, dans la semaine, ils sont à la garderie. Fait que juste ça donne déjà un bon coup de main. Il reste juste les fins de semaine que des fois, ben là, souvent, c'est moi qui garde plus pendant la fin de semaine. Là, s'il arrive des balles ou quelque chose, un problème à la ferme, ben là, c'est soit Dave ou sa mère qui garde les petits. Fait que ça va quand même assez bien. Là. C'est sûr que c'est pas tout le temps évident, là, mais on est quand même chanceux parce que la mère à Dave va donner un méchant bon coup de main avec les enfants. Là. Fait que ça enlève un stress de moins. Là. Puis une charge de travail de moins aussi. Là. On est chanceux, ils ont tous leurs grands-parents, même du côté à part, ils les prennent à l'occasion. Ils étaient dans le coin de Granby, puis ça fait peut-être 1 an et demi. J'ai pas beaucoup de notion du temps, là, mais ils ont déménagé à Châteauguay. Fait que c'est comme une demi-heure à peu près de route de nous. Fait que ils voulaient se rapprocher un peu plus. Fait que ça, c'est le fun aussi. Là. Les enfants ont des grands-parents proches. Là, fait que ils sont bien contents des avoir, tous leurs grands-parents. Là. Puis on est chanceux aussi là, des avoir, là, justement. Là, fait que c'est ça. Non, on est chanceux de ce côté-là, mais c'est sûr que c'est tout un arrimage de tout cet et ça. Là. Le matin, ben, moi, je suis tout le temps autour, je fais les batchs des vaches. Fait que c'est moi qui regarde si les petits sont corrects, puis s'il y a de quoi. Fait que je peux vérifier. Fait que si jamais il y a de quoi, ben souvent il y en a juste un qui se réveille, ben il vient faire du tracteur avec moi. Puis à 8 heures, ben on déjeune, puis on commence la journée. Quand que. C'est pas pire, là, vous avez chacun votre ferme, là, vous pouvez les traîner un peu d'une certaine façon, là. C'est sûr. Quand ça dort le matin, ben là, il faut que ça prenne quelqu'un qui reste à la maison, là. Ben c'est ça, on a des caméras, fait que moi dans le tracteur, je vois tout quand ils dorment, là, puis on les entend, là. Fait que je suis tout le temps proche, là, dans le fond, ce que je bâche, c'est à côté de la maison. Fait que j'entends quoi, là, 2 minutes après, je suis en maison, puis je vais voir qu'est-ce qu'il y en a, là. Fait que on est tout le temps autour, là. C'est combien de temps en tracteur, les 2 fermes? En tracteur? 32 minutes, tu dirais, à peu près? C'est 5 km. Ouais, mettons, peut-être un 8 minutes, là, je te dis. Ben non, ouais, plus que ça. Ouais, t'arrêtes là, le 10 de minutes à peu près en tracteur. Ah, 5 km, c'est pas trop loin, c'est pas pire. C'est sa même route, c'est juste que c'est dans l'autre village. Fait que c'est ça. Puis nous autres, dans le fond, ben pas Fernando, mais plus mon frère, ben comme elle disait, dans le fond, on a des terres proches de la ferme. Après ça, Pat, elle est comme un peu au milieu. Puis ben, là, c'est dans un autre rang. Il faut que tu traverses Saint-Stan, mais on a un autre carré de terre à Saint-Stan. Que ça va être à mon frère. Lui, dans le fond, elle est comme mi-chemin entre les deux. Là. Fait que, tu sais, souvent, on a affaire, on passe, on sème, on s'en retourne d'un bord ou de l'autre. Fait que c'est comme entre les deux. Là. Fait que c'est ça. Mais on est habitué, on a bien des terres plus loin, puis on n'a pas un gros carré de terre en arrière de la ferme laitière. Fait qu'on est habitué de voyager en tracteur. Là. Puis de ton côté, Patricia, l'étable,
c'est-tu une étape qui est assez récente ou c'est plus vieille ou tu te promènes avec les treilleuses? Ben moi, j'étais encore la chanceuse qui se promène avec les treilleuses. J'ai les torts encore attachés. C'est pour ça qu'on dit que les codes de pratique, éventuellement, il va falloir que les animaux soient libres. Fait que c'est pour ça qu'on risque de mettre mes torts et mes vaches taries chez Dave en stabulation libre. Parce que j'ai plus ou moins encore l'argent pour investir une nouvelle grange ou modifier l'étable. Là. Fait que je commence quand même de zéro. Dans le fond, moi, je tire sur des tracks, des treilleuses. Fait que c'est pas mal ça, à peu près 70-75 vaches. OK. Non, c'est ça. Tu peux pas commencer à ragrandir l'étable puis avoir une nouvelle fosse ou quoi que ce soit. Tu vendras pas ton lait plus cher pour autant, là. Non. Fait on fait avec ce qu'on a, puis on paye les dettes, puis... Mais que j'aille plus de place, on regardera éventuellement pour une stabulation libre, mais c'est loin d'être tout, là, parce que mec mes torts aillent chez mon conjoint, ben là, c'est sûr que ça va faire des places pour les vaches, puis je risque de modifier les places pour tirer des vaches. Là. OK. Dave, 28 000 en taille. T'as-tu commencé à en tailler? Parce que là, on est en train d'enregistrer, on est le 31 janvier, parce que là, le podcast va être diffusé au mois de mars. Ouais, non, ben c'est ça, non. On est en train de faire du sirop, là, en mars. Ouais, non, mais on a à peu près un 5 000 dans taille. On n'a pas forcé plus qu'il faut pour là. Il annonce un petit redout, ben on va probablement faire des fuites, mais il annonce pas, pour le reste, il annonce pas vraiment de température nécessairement clémente pour faire du sirop. On a bien du bûchage à faire avec les émissions de quotas. On s'est comme concentré là-dessus, en tout cas, pour faire un certain bout. Puis là, on a commencé à entailler. On roule à 4 quand on entaille. Fait que on fait tout le temps un bon 2000 entailles par jour. Fait que ça va quand même relativement bien. Fait que ouais, à un moment donné, il faut commencer si on veut pogner toutes les... on peut pas entailler à la veille puis se dire demain, ça va couler, ça va être fait. Là, on a tout le temps commencé 20 jusqu'au 20 janvier, mettons, on commence, 1er février max. Fait que c'est sûr, on aime tout le temps profiter aussi de quand il y a des températures clémentes, ben essayer d'aller faire des fuites, faire le tour, voir qu'est-ce qu'il y en est. Là. Au moins, ça donne un bon petit coup, mais là, c'est sûr que c'est probablement intemporel, là, mais il a fait relativement froid dans les dernières journées. Il annonce 3. Il va-tu avoir vraiment une bonne coulée? Ça va peut-être juste suinter, puis c'est tout. Là. Fait que, est-ce qu'on va être en mesure de faire des bonnes fuites? Ben, on verra rendu là, mais c'est ça. Oui, on a commencé. ça prend de l'eau pour faire des fuites. Là. Ça va pas bien, pas de fuite. Là, tu ne vois pas vraiment d'un tube. Là. Non, c'est ça, de l'alcool là, qui est déjà probablement disparu. À un moment donné, ça fait pas grand-chose. Fait que, non, on commence ça parce qu'à un moment donné, il faut le faire, mais c'est ça. Fait que, ton côté, tu entaillé? Oui, on est pas mal avancé, nous autres. On a 14 000, là, mais on est pas mal avancé. OK. Puis t'es-tu pas mal tout sur le chalumeau 1 quart ou DSD? Ou t'es sur le 5-16? On a fait du DSD 1 an. J'ai pas trippé pas en tout. Je trouvais que c'était dur à... Il scellait bien, là, mais après ça, on était pognés. On essayait de les enlever. Là, ça collait, ça pognait après les chalumeaux. À cette heure, on a pas mal fait le tour. On a un 1500 entailles sur un quart sur le site principal parce que c'est des érables qui ont eu plus la vie dure. Fait qu'on dit, ben, vu que c'est le site principal, on va lui donner une chance. Mais le reste, on roule tout avec du 5-16, bien standard. On a tous des thés, à cette heure, on a tous des thés bouchons pour que l'alcool travaille dedans. Les thés bouchons longs. Là, c'est sûr qu'on a des places, on a des thés bouchons longs. Il y a des places que ça a été entaillé trop fort par soit les anciens propriétaires ou ben, avec les gros chalumeaux 7-16 dans le temps. Fait que ces places-là, souvent, on est rendu même, on entaille en dessous de la ceinture.
essayer d'aller chercher plus du beau bois. C'est sûr qu'on aimerait mieux entailler toute cette draine d'un chute, mais on essaye de favoriser d'avoir tout le temps du beau bois blanc quand on entaille. Ah, ben là, du bois brun. La clé du succès. Du bois brun, ça coule pas, puis ça fait une fuite. Exact. Ouais, c'est ça. Puis, même si tu es comme hermétique, ben, tu vas jamais chercher ton plein potentiel. Là. Fait que, on a tout le temps, faut que je donne ça à mon père, on a tout le temps roulé sa coche, puis on a tout le temps eu des bons rendements, puis, année après année. Fait qu'on est assez méticuleux là-dedans. On veut que ça soit bien fait. Puis ça, l'entoyage, c'est pas une course, on le fait comme il faut. On a juste, c'est comme des semis. C'était juste une fois le faire, on le fait comme il faut, on veut que ça soit bien fait. Fait que pour nous autres, c'est bien important, là, ce côté-là. Là. Quand tu disais que tu n'avais pas aimé les DSD, dans le fond, c'était un adapteur que tu avais, tu rentrais le chalumeau dedans? Ouais, exact. OK. C'est des thèmes. Oh, non, bleu, pâle. Ça fait, écoute, ça fait comme 6, 7 ans, 8 ans peut-être, là, le temps passe vite. Est-ce que tu es allé faire Est-ce que tu es allé faire la gaffe d'aller donner un coup de marteau sur le chalumeau pour qu'il rentre dans l'adapteur? Il y en a gros qui font ça. Ouais, ben on avait bien des vieux. Ben, tu sais, nous autres, ils n'étaient jamais hermétiques. Nos chalumeaux n'étaient pas super bons quand on avait fait ça. On était dû pour changer carrément toute le pipeline. On était dans les dernières années, fait qu'on s'est dit, on va mettre ça. Puis, si on tapait pas, ça venait pas nécessairement. Il y avait une fuite entre le chalumeau et l'adapteur DSD. Tu devais avoir des chalumeaux. Tu devais avoir comme des chalumeaux noirs avec 3 lignes sur le bout. Ouais, ben, pas les gros, là, c'était des 5-16, mais oui, il y en avait des premiers chalumeaux 5-16. Il y avait des petites coches. Là, fait que, ça faisait une fuite. Fait. Ouais. Je dis pas que le produit est super bon. Là, le principe est écœurant. Là, ça moule puis ça vient tout hermétique. Là, fait que c'est ça. Mais à cette heure, c'est sûr qu'on essaye de garder ça assez simple. On a des 5-16. On a essayé plusieurs sortes, plusieurs marques. Puis, ben, en tout cas, on réussit à avoir un bon vacuum malgré tout avec nos chalumeaux sans mettre des adapteurs DSD. Là, mais je pense que c'est un excellent produit pareil. Oui, ça. Ben, on marche encore pas mal avec ça, mais sinon, dans le restant, nous autres, c'est tout du 1/4. Du 1/4 avec des bouchons longs. OK. Parce qu'il y a vraiment pour minimiser la cicatrice. Quoi. Minimaliser. C'est ça? Ouais, minimaliser. Ouais, exact. Ouais, ma diction n'est pas écœurante. Ouais, stabilisation libre, hein, c'est ça? Non, ben ça fait une blessure qui est beaucoup plus petite. Fait que là, en ce temps, on marche avec la méthode à 3 niveaux, là, celle de Stéphane Gay, de celui qui passait au chef à cabane. Fait qu'on se prend le gobelet en neige, là, puis on retrouve l'ancien trou, puis on s'en vient en tour ou un peu à côté, là, puis on fonctionne de même, master, là. Puis surtout, là, avec du DSD. On marche gros de même, mettons. Ouais, puis aussi avec du DSD, ben, c'est la mèche, elle a 225 millièmes. Un quart, c'est 250. Fait qu'avec une batterie, là, tu fais long parce que elle force pas à drill, là, c'est rien qu'un petit trou que tu as à faire. Ah, ça, c'est clair, ça force pas, puis... Non, c'est sûr que c'est le best, ça, au moins, tu as une plus petite cicatrice. Okay. C'est ça. Puis aussi, les chalumeaux 1/4, l'intérieur du chalumeau, il y a le même diamètre qu'un chalumeau 5-16. Fait que les murs sont plus minces. Fait qu'il vient mieux épouser la forme du trou ou quoi que ce soit, puis il y a moins tendance à reculer. Ce qu'on a remarqué, là. Je n'ai pas remarqué. Là, on a nous autres, c'est des demi-grammes 1/4. Sont corrects, là, mais il faut faire attention. Faut pas, la façon que le thé-bouchon est fait, il ne faut pas trop peser parce qu'on magane. Mais c'est sûr qu'on n'a pas nécessairement gros problèmes dans ce coin-là, là, justement, avec les reculs. Là.
Fait que c'est probablement une des causes. Puis dans ton coin, parce que j'ai jamais été là, moi, à Saint-Louis-de-Gonzague, là, pour être bien franc, est-ce que c'est vallonneux un peu ou c'est vraiment planche? Ben, c'est relativement à planche. Il y a des vallons parce que c'est des coteaux de roche, mais non, des pentes, quand on arrive d'un bois, là, c'est tout le temps au minimum. Puis, à longue, on a refait tout le tour. On a refait pas mal de nos installations. Là, puis, il faut checker avec des niveaux. OK, là, on est mieux. Puis, souvent, de la façon que c'est fait, ben, c'est toutes des lots sous des terres de bois qu'ils ont laissé parce que c'était de la roche. Fait que là, souvent, on fait le tour avec un main, puis là, bon, on va rechercher chaque bord. Fait que ça fait des installations que des fois, c'est beaucoup de cassage de tête, mais on essaye que toutes nos pentes, toutes soient sur la coche. Avant, des pentes inverses, c'est dur d'avoir... On a tous des moniteurs au bout, puis ça fait une couple d'années, puis on le voyait. Là, quand des pentes inverses, t'as de la misère à aller chercher du vacuum, même si t'es full étanche. Ton main reste plein, tous tes 5-16 restent pleins. C'est vraiment difficile. Là, les pentes, le main, là, c'est le plus important. Fait qu'on on a pas mal fait tout le tour là, des vieilles installations. Fait que, puis à cette heure, quand on fait des nouvelles, ben on fait beaucoup de marchage. Mon père, c'est un gars assez minutieux, puis il va prendre plus de temps que pas assez. Là. Des fois, on en rit, mais les mains là, sont bien placées, sont bien positionnées. Puis, c'est vraiment important. Là. C'est la base. Là. Ben, ouais, c'est souvent la partie qui est un peu négligée. Souvent, c'est installé, puis après ça, tu t'en occupes plus. Mais non, nous autres, à tous les ans, on retourne dans le bois. On va tout ornivoter les mains pour être sûr qu'il n'y ait pas de contre-pente, parce qu'on n'a pas beaucoup de pente. Parce qu'il ne faut pas oublier que la terre à bois, les arbres grossissent, tout travaille, fait qu'à un moment donné, il y a un tuteur qui peut relever à cause que le terrain travaille, veut pas. Fait qu'il faut tout replacer ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de contre-pente. De la minute que tu as une contre-pente, c'est pas compliqué, tu viens handicaper tout ce qui est en amont. Faut pas qu'il y ait de bouchon des mains. Puis c'est pas long. Il y a tout le temps, même si on bûche beaucoup, il y a tout le temps une branche qui tombe à quelque part sur les mains. Puis fait que là, tout est tout le temps recommencé un peu à chaque année. Là. Fait que nous autres, on met des tuteurs en rod à ciment. Puis là, ben, on se réajuste. On s'en va avec notre niveau. Là, puis on se réajuste quand on a des temps plus morts. Là. Fait que, mais c'est sûr qu'on se ramasse, on bûche souvent décembre, janvier. Là, quand on se ramasse dans la saison, là, on a fait nos fuites, ben là, on part, on fait nos niveaux. On n'est pas là-dessus, on n'est peut-être pas assez sur la coche. Là. Il manque un peu de temps dans une journée, mais on fait le tour là-dessus aussi. Là. Des tuteurs en rod à ciment. Ouais, c'est ça, c'est juste un T, là, mettons, là, on s'est soudé, là, mettons, là. Puis là, dans le fond, c'est ça, c'est juste un T, mettons, avec un long bout de rod à ciment, puis là, on pogne une broche à patate. Puis vu que la rod à ciment est comme filetée un peu, là, ça se tient bien, là, sur la rod, là, mettons. Là. Fait qu'on fait juste mettre 2 broches à patate, on serre ça là. Si jamais on veut jouer avec, ben, on fait juste comme kinker un peu notre broche à patate, puis on vient le descendre, monter, là. Fait qu'on... OK, la broche à twister, là. Ouais, c'est ça, de la broche pour qu'on met ses mains, là. OK, je sais pas comment que vous appelez ça. Moi, j'appelle ça de la broche à patate, là, mais c'est ça. C'est vrai que les sacs à patates dans le temps, on accroche ça avec ça. Ouais, les sacs à patates dans le temps, ils étaient attachés avec ça. Ah, c'est ça. Fait que c'est les termes qu'on m'a appris. Fait que on fait ça comme ça. Ça va bien, là, tu sais. C'est sûr que avec le prix du métal, tout a monté. On va probablement se faire des tuteurs en cèdre, là, comme tout le monde, là, mais dans le temps, on pognait des retails, puis on faisait ça comme ça. Ça allait assez bien. Là. Fait que... Good. Patricia, tu as repris une ferme non apparentée. Oui. Est-ce que ceux qui ont vendu, ils t'ont donné un coup de main ou ben non, c'est tes parents qui t'ont donné un coup de main quand c'est venu le temps d'acheter ça? Parce que là, on s'entend que tu n'achètes pas ça comme ça, tu arrives là-bas, bon, ben j'achète, tu sais. Non. C'est mes parents qui m'ont aidé là, financièrement
à décoller, là, parce que sinon, j'aurais jamais été capable, là, au prix que ça va maintenant, les fermes et les terres. À moins de gagner à l'auto, là, mais j'ai pas été chanceuse là, non plus là-dessus. Fait que non, c'est mes parents qui m'ont aidé à décoller, là, qui m'ont donné le cash down pour être capable de décoller. Là. Puis, eux autres, ton père avait vendu, là, tu disais peut-être 14 ans, je pense. Là. Oui. Est-ce qu'il a ressenti comme une certaine fierté de voir un de ses enfants racheter une ferme laitière ou repartir dans le lait? Ouais, mon père, il était bien content là, de m'aider. C'est aussi qui m'a aidé à décoller. Là. C'est sûr, ça lui, ça a fait de quoi parce qu'il dit qu'il a vendu trop tôt. J'avais 14 ans quand il avait vendu les vaches. J'étais jeune, puis j'avais pas encore ça en tête de ce que j'allais faire plus tard. Mais il est bien content qu'un de ses enfants a repris une ferme laitière, malgré que ça soit pas sa ferme à lui. Là. Il en est bien fait. Il en est bien fier. Là. Ah, ben c'est cool. Il avait vendu pour quelle raison dans le temps? Il était tanné ou... Ben, il était tanné parce qu'il y avait quand même une grosse ferme laitière juste avec ma mère. Puis, avoir su, il dit j'aurais engagé des employés. Mais une année, il a tout le temps travaillé depuis que 8 ans sur la ferme. Puis, il n'a jamais arrêté, il n'a jamais pris de vacances. Il n'a pas profité de la vie. Fait qu'une année, c'est comme tanné, ça a été trop. Il a décidé de vendre. Il nous l'avait demandé dans le temps que s'il y avait quelqu'un intéressé, il y avait personne intéressé. Puis, avec le temps, ben, je suis retournée travailler sur des fermes laitières, puis j'ai fait un cours, puis j'ai retrouvé la passion de l'agriculture. Ah, mais c'est le fun, pareil, ça, de voir se racheter une ferme laitière, là, puis de repartir de voler de ses propres ailes, si on veut. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est pas évident au début, là. J'avais 24 ans, une année, j'ai l'expérience que j'ai pas, puis j'avais pas quelqu'un, mettons souvent quelqu'un, il reprend une ferme laitière, c'est ses parents, fait qu'il connaît tous les systèmes, connaît tous les équipements, fait que moi, je pars de zéro. Fait que c'est tout, apprendre à connaître tout le topo, apprendre les équipements, tout en même temps, fait que c'était une grosse apprentissage en même temps de tout faire ça, mais j'ai tout le temps bien aimé ça. Je suis fière de tout le travail que j'ai fait depuis le début. Il y a beaucoup d'améliorations à faire. Là. J'ai fait sur le troupeau. Là. Mettre ça plus automatique parce qu'avant, c'était beaucoup à main. Là, ça prenait beaucoup de temps à faire le train. Fait que maintenant, automatiser ça pour être plus efficace. Puis passer moins de temps à faire les trains puis faire d'autres ouvrages pour s'améliorer et être plus efficace. Oui. Puis là, présentement, est-ce que toi, de ton côté, tu as des employés, Patricia? Ben, j'avais un Guatémaltais. Il est parti aux États. Fait que je me suis retrouvée toute seule. Et finalement, trouvé quelqu'un qui m'aide les matins. Là, présentement, je suis toute seule le soir, mais j'ai un autre Guatémaltais qui arrive samedi. Fait que j'ai hâte qu'ils reviennent pour faire d'autres ouvrages, là, parce que j'ai beaucoup de comptabilité puis d'autres travail à faire là, que je suis en retard. Là, puis que je passe plus de temps dans les tables. Là. C'est pas mal suivi. T'avais un Guatémaltèque qui s'est sauvé aux États-Unis. Oui. Il a décidé. On a retrouvé, c'est un de mes Guatémaltais. Puis les deux à mon conjoint, ils ont décidé du jour au lendemain qu'ils allaient les trois aux États. Fait qu'on s'est retrouvés du jour au lendemain plus employés. Les trois sont partis, fait que les deux à Dave puis le tien, les trois ont décidé de sacrer le camp. Ciao, bye, puis on mange plus de poutine, on s'en va manger des hamburgers. Ouais, c'est pas vrai. C'est pas réaliser leur rêve américain. On ne sait pas pourquoi ils sont faits promettre des rêves ou on ne sait pas trop pourquoi. Fait qu'on on a retrouvé mon char aux douanes à Ironman. C'est là qu'on a compris qu'il était parti au bord. Ah, tabarouette. Et OK, ils ont pris le char, sont allés aux douanes, puis ont traversé à pied, puis ciao, bye. Ah, c'est ça, tu sais, le vendredi, mettons, souvent, ils allaient faire leur épicerie. Puis, tu sais, il faut dire qu'on n'est pas tellement loin des douanes. Là, non, c'est ça, vous êtes pas on est rendu, là. Fait que, à un moment donné, tu sais, faire l'épicerie, puis, tu sais, habituellement, c'est comme des horloges, tu sais, à 11h, il était dans la cour, puis là, il était rendu midi, il était pas revenu. On trouvait ça bizarre un peu, mais en tout cas, c'était comme une des premières journées,
qui commençait à neiger un peu, mais c'était pas tellement glissant, mais là, on dit, ben, tu sais, ils ont des téléphones, mais souvent, ils n'ont pas de réseau là, cellulaire de forfait. Fait que là, on dit, ben, peut-être qu'ils ont pogné du champ, là, on les cherchait, tu sais, puis à un moment donné, pour se rendre compte que tout le stock était parti dans les apparts. Fait qu'on dit, bon, d'après moi, ils sont partis à Capon. fait que, mais c'est ça, dans le coin, là, puis mon voisin, même affaire, il y en a 3 qui sont partis là, à peu près 3 semaines, 1 mois. De ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelqu'un qui recrute pour vraiment les emmener l'autre bord. Là. Fait qu'il y a comme un réseau organisé là-dessus. Là. Fait que c'est assez décourageant. Là. Puis là, c'est ça. Puis là, même j'en ai un que ça fait 3 ans qu'il est là. Lui, il est revenu, il est là, puis on l'aime bien gros. Mais là, on dirait tous ceux qui viennent là, en ce moment, là, puis c'est ça qu'un autre travailleur me dit, il dit au Guatemala, ils se font déjà solliciter pour aller au Canada, puis dire, ben après ça, c'est facile de traverser. Fait que, puis là, on a eu un qui est rentré juste avant Noël, puis là, ça fait 3 jours, il y en a un autre qui s'est sauvé. Fait que là, on reste un Guatémaltais. Pas attendre un qui rentre, on espère qu'il soit bon, mais là, on se tourne. On va voir comment qu'on va organiser ça dans le futur, mais là, on se tourne vers des travailleurs mexicains. Il y a un producteur d'apiculture dans mon coin qui m'aurait donné des références, puis il est bien content de ces travailleurs du Mexique. Fait qu'on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne, là, mais en tout cas, c'est de la super bonne main-d'œuvre, mais je pense qu'il y a un gros problème en ce moment à cause de ça, puis je pense qu'ils se font promettre des choses par des gens, puis ben là, on se ramasse. On est vraiment d'un coin, c'est sûr que c'est facile, là, il y a du bois tout le long des douanes, fait que il parque le char ou il y a quelqu'un qui lui dit où elle passer, puis il traverse, là, fait que c'est assez spécial. C'était pas un problème avant, là, ça fait 4 ans puis c'était jamais un problème, mais là, depuis 1 an, là, ça fait 6 qui partent. On peut même pas retenir une personne, là, fait que là, on dit, ben regarde, on fait même plus de nouvelles demandes de Guatémaltais parce que je trouve ça plate, là, mais ils viennent, puis je pense qu'ils ont déjà dans la tête de s'en aller l'autre bord. Là, fait que, c'est ça. Ouais, ben là, quand ils voient où est-ce que l'est à la frontière, c'est pas peut-être plus tentant aussi de le bord, là, de sacrer le camp, là. Ah, c'est clair, là, c'est sûr qu'il y a de la facilité dans ce qu'on est, tu sais. Mais à un moment donné, ben regarde, c'est des choix qui leur appartiennent, là, tu sais, comme moi je leur ai tout le temps dit, je peux pas vous empêcher. Je trouve ça un peu plate, là, parce que nous autres, ben, c'est toute la paperasse, c'est long. Il y a des frais. Lui qui est venu, ben, ça a probablement coûté 3000$, puis il a fait 1 mois, puis il est parti. Puis là, on y achète du stock. Ben, là, au début, on y achète des cagoules, on y achète du stock parce qu'il fait froid. On essaye de les accommoder comme on peut. Puis là, ben, des choses comme ça arrivent. Ben, écoute, c'est comme très décevant. Là, j'ai pas, on fait notre possible pour les aider. Puis, on se rend compte que ça marche vraiment juste d'un bord. C'est pour ça qu'il y en a un qui est là, ça fait 3 ans. Puis, lui, tout le temps super gentil. Puis, on n'a jamais eu de misère. Fait que lui, ça me fait pas peur. Mais c'est assez spécial. Là. Surtout au prix que ça coûte le faire venir. Parce que là, c'est toi qui payes le billet d'avion, puis tu as beaucoup de frais reliés à ça. Là, comme tu disais, là, ça coûte pas loin de 3000 que tu disais. Ah ouais, il y a des... Il y a des frais, c'est sûr que c'est ça, tu pars, t'as le billet d'avion. Après ça, ben, nous autres, il faut payer, nous autres, on fait affaire Carimé ou ferme, c'est pas un ou l'autre, là, c'est un problème plus généralisé. Mais là, il faut que tu payes l'organisme pour qu'il fasse la paperasse.
Après ça, il y a des frais au Guatemala. Il y a toutes les. Puis là, après ça, ben, il y a des frais pour le gouvernement du Canada. Fait qu'il y a tous des frais. Puis ben, c'est tout le processus, c'est que lui, il part, il s'en va, mais ça ne s'arrête pas là. Nous autres, même si on veut refaire une demande, mais en ce moment, c'est 5-6 mois de délai d'attente. Là, fait que c'est pas demain matin. Là, fait que c'est toutes là, on s'est tourné vers les Mexicains, mais aussi on a des personnes à temps partiel, puis ben, on veut les garder. Là, c'est sûr qu'on est chanceux, on a trouvé quand même du bon monde québécois pour nous aider. Fait que on est bien content de les avoir, puis on veut continuer de les garder, peu importe. Là, c'est pas notre but que ça soit juste temporaire, qu'ils soient là. Puis les Mexicains, eux autres, ils sauvent pas aux États-Unis? Ben là, si eux, ils ont à traverser, ils vont traverser, je pense, du Mexique, ils vont aller aux États, là. C'est ça qu'on se dit, là. C'est comme ça. C'est ça, comme on peut pas les empêcher, mais l'apiculteur que je parlais, il dit, lui, il y a des ruches carrément sur le bord des lignes, il dit, il ferait 100 pieds puis il serait rendu, là, puis il dit, mais il dit, il avait même regardé un de ses travailleurs pour peut-être aller travailler aux États-Unis, puis la réalité, c'est que ça valait même pas la peine, là, fait monétairement, les salaires sont inférieurs, là, ils ont beau avoir un meilleur taux de change, nous autres, ben, on leur donne comme 14 $, 14 quelques là, de dollars. Plus, ben, là, c'est ceux qui ont des avantages. Nous autres, ben, il faut les héberger. C'est nous autres qui payent le billet d'avion, c'est nous autres qui payent le stock. Fait que, ils ont ces avantages-là. Quand tu vas travailler aux États-Unis, ben, c'est ça qu'il y en a qui parlaient. Il y a des places, le salaire minimum, c'est 7 $. Ben, tu fais pas, tu ne vas pas riche non plus, même si c'est en US, mais ça reste que c'est un peu le rêve américain, là, comme Pat disait. Là, ils ont tout un chum qui connaissent, qui était là, qui a fait de l'argent. Puis là, ben là, ils se disent que pourquoi qu'eux en profiteraient pas. C'est sûr qu'il y a un facteur aussi, quand tu es illégaux, ben, tu ne payes pas d'impôts. Fait que, la réalité, c'est que quand tu es légal, ben, c'est ton devoir de payer des impôts. Mais là, en étant illégaux, ben, ils n'ont aucun impôt à payer. Là, fait que c'est sûr que ça devient avantageux de ce côté-là, là, pour eux. Là. Mais c'est pas du long terme. Là, c'est des choix qui leur appartiennent. Non, mais c'est plate pareil. Après avoir tout investi de cet argent-là, il a réussi, puis ciao, bye, je m'en vais traverser aux États. Moi, je m'en vais aux États, c'est là qu'est le moton. C'est bien souvent, ils vont faire quoi, un mois ou deux, puis après ça, ils vont se faire pogner, puis ils retournent dans leur pays. Ils n'ont pas gagné grand-chose à faire ça. Bien souvent, nous, ils ont des contrats d'1 an, 2 ans. Là. C'est de pas de game maintenant, mais ils ne voient pas l'impact dans le futur. Là. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Là. Et après ça, ils ne peuvent pas revenir renouveler leur contrat de travail. Là, ils ne peuvent même pas revenir. Là. Fait que je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Là, ils voient vraiment juste être présents puis ils pensent de faire de la grosse argent, mais c'est pas ça tout à fait la réalité. Là, ils n'ont pas d'assurance. Ici, ben, quand ils arrivent, ils deviennent comme sous l'assurance du Québec. Fait que, ils ont accès à l'hôpital s'il y a de quoi. Ils ont tout accès à ces choses-là. Quand tu tombes illégaux, ben, tu n'as aucun de ces accès-là. Là. Tu es vraiment juste t'es un peu un nobody. Là. Tu travailles, mais si t'arrive de quoi, tu meurs demain, ben, tu as un accident de char ou quoi, ben, t'es juste mort, puis c'est le next. Là, c'est vraiment pas la même philosophie, mais c'est ça, c'est vraiment spécial, là, mais ils ont comme une certaine mentalité des fois que c'est vraiment juste aujourd'hui, je vais faire de l'argent, puis demain, ben, on verra. Il y a aussi le fait que c'est tellement des pays pauvres que
tu sais, si quelqu'un lui donne 25 cents de dollars de plus, ben, ils vont le prendre. Ils ont pas. Ils veulent juste. C'est vraiment. Ils pensent comme à survivre that's it, là, fait que s'il faut. Puis je le voyais des fois, à un moment donné, il fallait que je le dise d'essayer de travailler en équipe. Parce que s'ils sont capables de caler l'autre pour se remonter, ben des fois, ils vont le faire. Puis c'est pas. L'autre, ça veut pas dire qu'il est pas bon, mais des fois, ils pensent à eux, puis ben. C'est ça, quand ils vont l'autre bord, ben, ils pensent à eux, là, ils pensent pas à tous les impacts que ça a pour nous autres. Là, c'est sûr que c'est ça. Non, mais c'est sûr qu'ils vont. S'ils décident de partir, ils s'en sacent pas mal des impacts chez vous. Là. Mais une fois rendus aux États-Unis, pas bien grave, ils vont probablement se faire soigner par un vétérinaire. Puis quand c'est le temps de partir, il y a quelqu'un qui va aller le porter à la station de train. Je fais référence à Yellowstone, je pense que vous écoutez pas ça. OK. On commence à l'écouter, mais là, il faut donner une chance. OK. On n'a pas vraiment écouté, là, pour l'instant. On a commencé. Non, vous n'avez pas vu encore le bout où il envoie quand il envoie du monde à la station de train? Non. On est dans la première saison. Fait que je sais pas si c'est dans les dernières ou. Non, c'est dans les premières émissions. Ouais, première, deuxième émission là, de la série. Maintenant, quand il dit, quand Rip il dit à John, je pense que Fred, on va l'envoyer à la station de train. Là, c'est le meilleur affaire qu'on peut faire pour lui. Fait qu'il arrive à la station de train, il fait rien que traverser l'État. Puis il y a une dompe là-bas, là. Il dit, il n'y a pas de train ici. Non, il n'y en a pas. Il tire le gars, puis il l'envoie dans le trou. Fait que... Ah, ok, ouais. Un des helpers qui travaille sur la ferme. Là. C'est ça. Ben, c'est ça. Ouais. Quand il dit à la gare, là, ben c'est là. Good. Ensuite, quel projet futur que vous pensez faire ensemble éventuellement? Dans le fond, nous, on pensait de créer une autre compagnie qui est vraiment au-dessus des deux compagnies, qu'on mettrait toutes, mettons, les machineries pour le foin, pour qu'est-ce qui est l'alimentation. Dans le fond, cette compagnie-là, elle gérerait tous les inventaires, les suppléments, tout ce qui est par rapport aux dépenses pour les équipements de foin. Dans le fond, selon le nombre d'animaux puis qu'est-ce qu'on consomme, ben, on le chargerait à chacune des compagnies. Dans le fond, elle ne ferait aucun argent. Ce serait vraiment plus de gérer les inventaires et les coûts d'alimentation pour chaque compagnie. Là. Dans le fond, vous auriez on pourrait mettre deux fermes. Mettons, la ferme à Patricia avec les vaches, ta ferme à toi, Dave, avec les vaches. Une autre compagnie par rapport à ça qui rassemblerait la machinerie puis les terres, mettons, qui produit les fourrages, puis elle leur vendrait à chacune des fermes. Oui, c'est exactement ça. Exact. Puis on pensait mettre même aussi les torts, les terris, ben pas les terris, là, parce que ça appartient aux deux fermes, mais mettre des torts dedans. Comme ça, si, mettons, un mois, ben, ça y prend 2 torts, moi, ça m'en prend 2. Ben là, la compagnie vend au cost, mettons, à chaque ferme. Là, fait que dans le fond, on élève une base d'animaux pour qu'est-ce que ça prend en moyenne, mais là, on peut répartir, si un mois, ça y en prend plus, ça y en prend moins, mais cette compagnie-là, juste revend des torts juste au cost, puis dans le fond, elle gérerait en même temps tout. On parlait de mettre les terris ensemble, mais elle gérerait tout ce côté-là aussi d'alimentation des terris. Fait que c'est vraiment plus pour essayer de répartir des choses, parce que c'est sûr que, comme là, mettons, c'est Ferme Nadeau que beaucoup de machinerie. Dans un futur, ben, surtout comme plus qu'est-ce qui est machinerie à foin, faire des ensilages, ben, ça permettrait de diviser les coûts, mettons, pour tout mettre ensemble. Puis là on est au bag, puis Pat a des silos un peu. Mais on pensait probablement faire plus une meule, comme ça on aurait une plus grosse meule de maïs ensilage, des meules de foin, puis faire
une espèce de shed à commodité intérieur qu'on peut batcher. Fait que ça permettrait de faire un setup d'alimentation qui me sauverait du temps, qui sauverait du temps à part, puis qui permettrait d'acheter aussi, depuis cette année, on a commencé à acheter du stock plus à vendre, mettons, les suppléments, les sous-produits, puis tout. Fait que là, ça permettrait aussi, si des fois on a un sous-produit qu'on veut essayer, mais là, au lieu d'avoir juste 120 vaches, ben, on a comme 180, là, fait que ça donne, parce qu'il y a des produits qu'on aimerait essayer, mais c'est sous base humide, il faut en passer une certaine quantité, mais là, ça permettrait de l'avoir ensemble, là, tous ces produits-là. Là. Ça nous donne un peu un pouvoir d'achat, là, si on veut. Ça grossit le troupeau, d'une certaine manière. Puis ça va être plus facile aussi pour vendre le stock parce que si tu fais un mix dans le mixeur, tu as une balance dessus. Fait que là, il faut juste pas oublier de prendre les chiffres qui sont écrits sur la balance pour être sûr de facturer à bonne affaire à chaque jour. Ouais, mais là, on a un logiciel, là, j'ai une touch dans mon mélangeur. Fait que lui, il sait tout exactement qu'est-ce que j'ai mis de suppléments, de canola, de amino, peu importe, il sait toutes les quantités exactement. Fait que je vois ma consistance. Puis ben en même temps, là, ça me donne un gros aperçu de qu'est-ce que j'ai utilisé. Fait qu'avec ce logiciel-là, je ferais juste du download une fois par mois. Ben là, je sais tout qu'est-ce qui a été soigné la batch pour PMJ. Fait que ça donne un bon aperçu de tout ça. Là. Patricia, voulais-tu rajouter quelque chose? Non, il a pas mal expliqué en gros qu'est-ce que c'était là. Bon. C'est vraiment d'essayer de simplifier le processus pour à un moment donné. C'est sûr que on n'exclut pas un jour de peut-être jumeler le quota ensemble si c'est une possibilité. Je pense que tu l'as vu avec Sam puis Marie-Louise. Oui. Puis c'est quelque chose qui est assez touché. Est-ce que dans notre situation, ça se ferait? Ben, c'est sûr que ça serait le fun. Ça serait quelque chose qu'on aimerait. Là, est-ce que la fédération va vouloir? Ben là, c'est une autre chose. On essaiera de traverser le pont, mais que c'est sûr que ça serait plaisant, mais là, si à un moment donné, on se fait dire non, ben, ça donne une certaine... ça nous permet de travailler ensemble. Au moins, tu sais, Pat, elle a des forces que moi, j'ai pas. Tu sais, Pat a plus elle voit vraiment tout ce qui passe sur tous les veaux. Elle va voir comment il file. Plus, moi, j'ai moins ce côté-là. J'ai moins cet œil-là. Fait que, tu sais, ça permettrait de... Tu sais, au lieu qu'elle fasse tout son train, mais elle pourrait plus watcher les veaux, faire de la régie à la ferme. Puis, tu sais, faire de la traite, gratter des stalls, ben, tu sais... Ben, la traite, c'est important, là, je veux dire. Avoir plus du monde qualifié dans chaque département, là, on pourrait travailler vraiment plus en équipe qu'en ce moment. Là. Ben, on s'entraide pareil, là, on s'entend que sinon, ça ne marcherait pas. Quand il arrive de quoi, ben, on est tout le temps là pour s'aider, mais essayer de vraiment plus de tout joindre ensemble. Là. Fait qu'en même temps, les enfants vont vieillir, ça va leur faire de la place pour entrer. Ils sont encore jeunes, mais s'ils ont le goût de travailler, mais ça va leur faire des places qui sont le fun pour travailler. Non, c'est bien sûr. C'est bien sûr. Écoute, Dave, Patricia, je vous dis un gros merci pour tout votre temps pour le podcast de ce soir. Donc, ben, ça fait plaisir. Hein? Puis Dave, ça fait bien plaisir. Hey Dave, en tout cas, je voulais te remercier encore une fois d'être abonné Patreon. C'est bien apprécié. J'aime bien ça. C'est tout le temps, il y a du bon contenu, puis j'aime tout qu'est-ce que la diversité. Fait que puis il y a bien il y a bien des discussions. C'est le fun d'apprendre de d'autres producteurs. Puis j'ai tout le temps, c'est ça qui m'a fait embarquer là-dedans vite. Je suis quelqu'un qui... Je lis beaucoup, mais pour moi, c'est vraiment important de voir qu'est-ce que d'autres producteurs font, qu'est-ce qui marche. Fait que on a tout le temps des
des projets. Puis je trouve qu'il y a des bons producteurs au Québec, puis il y a des choses à apprendre de tous ces gens-là. Là. Fait que, c'est ça. Good. Hey, fait que, un gros merci encore une fois. Puis sur ça, ben, je vous partagez sur les réseaux sociaux autant que possible. C'est pour faire connaître le podcast comme que j'aimerais ça qu'il soit encore plus connu, disons. Puis je vous dis à la prochaine. Salut!